Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce vendredi matin est Pierre-Yves Cadalin. Il est député LFI NFP de la 2e circonscription du Finistère, la circonscription de Brest. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de l'invitation. Et pour parler de politique et d'actualité, j'avais envie de commencer ce matin par cette actualité tragique à Nantes avec cette attaque dans un lycée privé de Nantes qui a fait une victime, une jeune fille de 17 ans. Il y a encore 3 blessés, dont un dans un état grave. J'imagine que ce genre de fait d'actualité violent vous interpelle, vous qui êtes député, qui avez aussi en charge de voir l'actualité, de la commenter, de la comprendre. Oui, je crois que dans tout le pays aujourd'hui, une question se pose, comment cela est-il possible ? Et avec cette question, une émotion aussi vient, je pense, de l'ensemble de la République et de l'ensemble de nos concitoyens qui se portent auprès de la famille, des proches, des victimes de cette fille qui est décédée et qui a été assassinée ainsi. C'est absolument terrible, en effet. Et à ce stade, il faut que nous apportions toute notre solidarité républicaine, toute notre affection à celles et ceux qui en souffrent. C'est le cas de l'ensemble, je pense, de la communauté pédagogique. Étant moi-même enseignant, je n'ose même pas imaginer en fait ce que cela peut être de se rendre compte qu'il s'est passé ça dans l'établissement où on enseigne. Je pense qu'à ce moment-là, on se refait beaucoup de choses, qu'on se pose beaucoup de questions, et ces questions-là, je veux le dire aussi ce matin, nous nous les posons toutes et tous. Et je pense qu'il faut que nous les posions aussi dans le calme, avec tranquillité, avec sérieux, parce que l'émotion du moment ne doit pas se traduire par des annonces impromptues qui ne seraient pas particulièrement pertinentes ou appropriées ni correspondant au problème. J'ai entendu le Premier ministre dire qu'il fallait envisager d'installer des portiques dans l'ensemble des établissements scolaires. Je pense que ce n'est pas raisonnable ni sérieux, que s'il y a des moyens à mettre dans l'éducation nationale pour que nos jeunes et nos enfants aillent mieux, eh bien ce sont des moyens humains. Ce sont des psychologues scolaires, ce sont des infirmières, ce sont bien entendu des enseignants. Mais rendez-vous compte qu'aujourd'hui, il y a un psychologue scolaire pour 1500 élèves. Ce qui est complètement insuffisant, parce qu'on sait bien et on croit comprendre à lire et à entendre la presse sur ce sujet et sur ce qui s'est passé à Nantes. On croit bien comprendre qu'il y a un problème de santé mentale aussi assez net. Justement, ça pose la question de la psychiatrie. Alors, particulièrement pour les jeunes, on le voit avec ce drame tragique. On dit aujourd'hui que la psychiatrie n'a pas de moyens. Alors, c'est un peu lié aussi à tout le système de santé qui devient de plus en plus défaillant dans notre pays. Ça vous préoccupe en tant que député? C'est une de vos lignes de conduite de dire: demain, il va falloir donner plus de moyens, il va falloir obtenir plus de choses. Oui, je pense que effectivement, là, j'ai parlé des moyens de la psychologie et des soins en milieu scolaire, mais c'est plus généralement, effectivement, la psychiatrie en tant qu'institution, en tant qu'institution de soins qui doit être renforcée, appuyée, parce qu'aujourd'hui, elle est effectivement comme la ligne avancée de ce qui subit le plus à l'hôpital, la réduction des dépenses de santé, la réduction globale finalement de la République sociale, de tout l'État protecteur, et qui fait, on le voit bien, souffrir beaucoup. À Brest, j'ai discuté avec beaucoup de psychiatres qui me disent: mais là, c'est pas possible, ce n'est plus possible, on n'a plus les moyens de traiter à la fois les soins dans le temps et les urgences psychiatriques. On n'a pas le temps de soigner les addictions dans le temps. On n'a pas le temps non plus, me disent-ils, de se dire, là, il faudrait garder telle personne 1 ou 2 jours de plus. Donc, par exemple, ils libèrent la personne des soins d'une certaine façon, et elle revient le lendemain. Et ils savent
en la faisant partir qu'elle va revenir le lendemain. Je prends un exemple concret parce que lorsqu'on dit les dépenses baissent, les dépenses diminuent, on n'y arrive plus à maintenir des niveaux de soins élevés, eh bien ça a des conséquences extrêmement concrètes. Et ces conséquences concrètes, elles s'observent ensuite partout et elles s'observent dans la dégradation d'une certaine manière des rapports sociaux. Avec une société très fracturée, on en a souvent parlé ici à ce micro de cette société fracturée, ça n'a pas l'air de s'améliorer, vous pourriez nous en dire un mot. On le voit aussi à l'échelle politique, hein, la fracture est importante, mais ça c'est un autre débat, on va en parler aussi. Cette société fracturée qui se tourne vers une forme d'extrémisme aujourd'hui pour résoudre des problèmes de façon simple, problèmes souvent compliqués d'ailleurs. Ben, vous voyez, évidemment, l'enquête est en cours là, sur ce qui s'est passé à Nantes hier, mais j'ai vu chez vos confrères de France 3 Région que le jeune qui a commis le meurtre a se revendiqué parfois dans des discussions avec les amis des idéaux, disait-il, d'Hitler. Alors c'est absolument tragique. Mais ça, là aussi, il faut en tirer quand même à un moment donné une leçon sur la façon dont sont abordées ces questions aujourd'hui dans la société. Il y a une confusion la plus totale et la plus absolue. Je veux dire, l'extrême droite est dangereuse. L'extrême droite est dangereuse, elle puise ses racines dans le pire de l'histoire de notre pays, dans la collaboration avec les nazis précisément, dans la collaboration avec les nazis qui sont responsables de la Shoah, qui est le génocide massif, grand et terrible, absolument tragique du XXIe siècle. Je veux dire, le sommet de la barbarie, je veux dire, il faut remettre quand même ces repères-là historiques au centre du débat. C'est-à-dire l'extrême droite a ses racines dans le pire du racisme, de l'antisémitisme, et il faut bien dire que cette extrême droite-là, nous la combattons. Pour ça que tous les républicains doivent la combattre, et qu'il faut cesser absolument la confusion généralisée dans le débat qui parfois tendrait à dire, comme on l'entend parfois sur CNews, que les nouveaux, j'ai vu ça à un moment, un bandeau, les nouveaux fascistes seraient à gauche, mais quand on commence, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans les années 20 ou dans les années 30, en Allemagne et en France aussi, d'ailleurs dans une partie de la presse, quand on commence à semer la confusion générale dans les esprits, faut pas s'étonner après d'avoir ce genre d'effet. Donc effectivement, il faut arrêter de parler des extrêmes, parce que aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il y a un extrême qui est représenté, c'est l'extrême droite. Sinon, il y a la gauche républicaine, socialiste, écologiste, communiste, insoumis. Il y a pas l'extrême gauche, elle n'est pas représentée à l'Assemblée nationale. Il se trouve que c'est ça. Donc, et quand on parle des extrêmes, eh bien, on met des équivalences entre des forces politiques qui n'ont absolument rien à voir, et notamment une force, la France insoumise, qui est la fierté de la République et de la République sociale, parce que si on n'était pas là, il y aurait plein de gens qui, y compris, ne croiraient même plus qu'il est possible de faire quelque chose par la voie institutionnelle, et d'autres qui les minent de l'intérieur. Et je parle du Rassemblement national, mais de tous ceux qui lui courent derrière. Quand on voit un homme comme Laurent Wauquiez qui dit qu'il va falloir mettre les personnes sous obligation de quitter le territoire français, tout à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais de quoi on parle ? De déplacer des milliers de personnes au bagne dans l'un de nos territoires ultramarins. Mais d'où sort-il cet homme-là ? Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est la France, et puis les habitants de Saint-Pierre sont pas spécialement heureux d'avoir été ciblés. Ça n'a aucun sens en fait, c'est n'importe quoi. Donc, je pense qu'il faut ramener d'une certaine manière la République au centre du village. Et la République, elle a un contenu concret. Elle passe par l'égalité humaine, par la défense de nos principes et par le fait qu'ils trouvent aussi une réalisation concrète. On parlait des moyens dans l'éducation, des moyens dans la santé. Je veux dire, la République sociale, quand elle répond aux besoins, elle a besoin de moyens. C'est pas par magie comme ça. C'est pas, on se paye pas de mots pour donner des cours, on se paye pas de mots pour soigner des gens. Il faut payer les médecins, payer les profs, recruter du monde, et il faut donc pour cela avoir les moyens. Et comment on trouve les moyens ? Eh bien, en cessant de faire pleuvoir l'argent sur les plus riches et les plus grandes entreprises dans notre pays. C'est là le cœur du problème. Justement, à propos de Nantes, je voulais juste conclure sur ce sujet. Est-ce qu'il est important aujourd'hui d'avoir une forme d'éducation politique de la jeunesse, des jeunes aujourd'hui qui sont au lycée, par exemple, d'amener une forme d'éducation civique peut-être un petit peu plus renforcée. On a un petit peu perdu ce sens de l'éducation civique.
L'instruction civique, ça fait partie effectivement des missions qui sont celles de l'éducation nationale pour comprendre comment, par exemple, moi je trouve, j'ai vu, comme je le disais, enseignant, j'ai vu que parfois les étudiants, y compris, ne savaient pas, par exemple, comment fonctionnait la sécurité sociale. Et moi-même, de mémoire, on n'a pas eu de cours spécifiques là-dessus. Je pense que ça serait décisif, parce qu'il faut bien comprendre que c'est un budget qui est plus important que celui de l'État, et qui nous permet d'être soignés, d'avoir une retraite, d'avoir du chômage, et c'est la solidarité entre nous. Donc que tout le monde comprenne comment ça fonctionne, ça je pense que c'est absolument décisif. Qu'on comprenne comment fonctionnent les institutions, etc. Ensuite, il n'est pas du rôle de l'éducation nationale de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils pensent, bien entendu. Mais effectivement, de mettre des repères, comme je le disais tout à l'heure, des repères historiques solides, clairs, et effectivement, bien faire entendre à tout le monde que la République n'est pas un régime neutre. Voilà, en République, on n'a pas le droit d'être raciste. En République, on n'a pas le droit d'être antisémite, on n'a pas le droit d'être homophobe, etc. Et donc ça, il faut effectivement que ça soit très clair dès le moment de l'instruction et de l'éducation. Ça vous blesse quand on entend sur les ondes ou qu'on lit dans certains journaux que la France insoumise est antisémite, ça vous blesse, ça vous énerve? Ah, ça me révulse absolument. Nous sommes une force qui combat fermement et avec une certaine forme de constance républicaine, précisément, l'antisémitisme. Nous combattons absolument l'antisémitisme. Et historiquement, là encore, nous sommes les héritiers de ceux qui, dans le pays, ont toujours combattu l'antisémitisme. Et au moment où, justement, nous parlons, et en dépit des terribles accusations et vilainies qui nous tombent dessus dans les médias, je veux dire, nous continuons absolument à nous inscrire dans ce combat général contre le racisme. Et ce combat général contre le racisme, il a une cohérence. Il a une cohérence à la fois dans la défense des principes républicains, dans la défense du droit international, et dans l'idée, si vous voulez, que nous refusons, et nous refuserons toujours, et nous l'affirmons très clairement, d'assimiler d'une manière ou d'une autre la politique d'Israël aux Juifs. Voilà. Et ceux qui parfois nous attaquent le font. Et donc, je le dis très clairement, pratiquer cela, assimiler les Juifs à la politique d'Israël et justement le ferment de l'antisémitisme dans le pays. Et lorsque nous disons que nous devons appliquer les décisions du droit international, notamment de la Cour internationale de justice, contre le gouvernement d'Israël, c'est-à-dire la Cour internationale de justice a dit qu'il fallait que le gouvernement d'Israël cesse pour qu'il n'y ait pas de génocide. Et depuis, il n'a pas cessé. Et depuis, il y a plus de 20 000 enfants tués. Depuis, il y a plus de 50 000 civils tués en Palestine, à Gaza. Je veux dire, cette situation, elle est absolument insupportable. Le mandat d'arrêt qui pèse sur Benyamin Netanyahou de la Cour pénale internationale, ce mandat d'arrêt, il est effectif et pour autant, la présidence de la République n'a pas répondu à l'interrogation de notre président de groupe Mathilde Panot pour savoir si le Premier ministre israélien ayant survolé l'espace aérien français, il n'aurait pas été arrêté. Mais ça, c'est un problème d'application du droit international. Mais ce n'est pas parce que nous défendons l'application des décisions du droit international que nous méritons d'être taxés d'antisémites. C'est une aberration totale. Et vraiment, que cela cesse. Nous n'en pouvons plus. Personne n'en peut plus. Et l'ensemble des personnes qui s'identifient à nos idées, à nos idéaux, qui précisément combattent le racisme sous toutes ses formes, mais n'en peuvent plus non plus. Et parce que cela participe de l'ambiance de confusion générale dont je parlais tout à l'heure. Si on commence à dire que chez nous se trouvent des antisémites à gauche, mais ça va pas, non? Il y a le Rassemblement national a fait élire un député qui, dans sa librairie, vendait des livres qui niaient la Shoah. Je veux dire, mais pourquoi est-il encore député? Pourquoi n'y a-t-il pas, contre Frédéric Boccaletti, une armada, d'une certaine façon, médiatique pour dire mais sortez donc de cet homme qui, lui, s'inscrit dans l'héritage, effectivement, antisémite de l'extrême droite française, qui, quand même, ce parti a été fondé par des antisémites notoires, d'anciens Waffen-SS. Je veux dire, on en est là. Et là encore, effectivement, il y a une fonction de transmission.
qu'on se le dise de génération en génération, parce que ce dont nous parlons depuis le début finalement de cette émission, c'est bien de ça. C'est comment on prend soin à la fois de l'avenir, mais en prenant soin de la jeunesse, en prenant soin de l'enfance, en disant mais comment on réfléchit à tout cela. Et vous voyez, c'est vrai que lorsque j'entends par exemple Bruno Retailleau dire on va pas mettre un flic derrière chaque élève, mais encore heureux, mais comment, mais de quel esprit malade peut sortir une idée pareille? Un flic derrière chaque élève? Mais ce sont des enfants. Je veux dire, et par contre, sur la question des enfants, mais comment traite-t-on aujourd'hui les enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance, dont l'État a la responsabilité? Ça, c'est une question centrale. Alors justement, on va dire un mot de Betaram. Je voulais juste sur l'enfance, sur en fait cette protection de l'enfance, là aussi m'étaler un peu sur les moyens, parce qu'aujourd'hui on manque de moyens. On a vu des réductions justement dans l'aide sociale à l'enfance, alors que l'on voit que depuis le Covid, il y a une grande demande. Ça nous ramène un petit peu au début de cette conversation. Il y a une grande demande là aussi de psychologie, de psychiatrie pour aider les jeunes qui ont mal vécu ce Covid et qui ont grandi depuis. Il ne s'agit pas de tirer des conclusions là encore vis-à-vis de Nantes, mais comment, dans un contexte de contraintes budgétaires assez important, comment arriver à trouver les moyens? Là, c'est assez clair et ça renvoie à la politique économique générale qui est menée ces dernières années. On est passé de 54% du PIB de recettes entre l'État et la sécurité sociale à 51 et quelques sous Macron. Et de fait, c'est une perte énorme par an. Je veux dire, c'est une perte énorme de recettes par an. Alors, elle est liée à quoi? À la suppression de l'impôt sur la fortune, à la flat tax qui a fait un taux d'imposition fixe sur le capital, donc en fait sur les plus riches, alors qu'avant ils payaient davantage. Et ça, plus ça passe, en plus ça coûte cher. Enfin, je veux dire, ils ont passé leur temps à vider les caisses. Alors, ensuite, maintenant, ils nous disent « Ah, il n'y a plus d'argent et il faudrait dépenser encore moins ». Ils nous parlent de 40 milliards de moins. Vous voyez, le débat public n'a quasiment plus aucun sens. Parce que là, ils nous disent 40 milliards d'économies. Sous-entendant en plus qu'il faudrait qu'elle soit faite largement sur la sécurité sociale. Voilà, on parle et là, aussi je dis à des tout le monde, retraites. le 1er mai, On parle faut aussi des sortir dans la retraites. rue partout. Exactement. Il faut sortir dans la rue pour défendre nos retraites, pour défendre le système de santé, pour défendre la paix aussi, parce que c'est quand même un enjeu central. Et puis, je le dis, pour réclamer une 6e République. Parce que si on est dans cette situation quand même absolument lamentable, c'est parce que les résultats des élections dernières n'ont pas été respectés. Prenez l'exemple des retraites. Mais à l'Assemblée nationale, il y a une majorité pour abroger la réforme des retraites depuis les dernières élections législatives. Nous l'avons proposé lors de notre niche parlementaire en novembre dernier. Que s'est-il passé? Obstruction des macronistes. Et puis maintenant, eh bien, ils sont en train de remettre le débat sur la retraite par capitalisation. Et puis pourquoi pas travailler plus? Mais ça suffit. C'est comme les 40 milliards de dépenses en moins dont je parlais. Mais ils ne font que ça. Baisser les recettes, baisser les dépenses. Donc, baisse des recettes, ça veut dire quoi? Il y a moins de moyens pour les services publics. Ensuite, baisse des dépenses. Il y a moins de services publics en face des besoins des gens. Donc, la société va moins bien. Et eux se disent, ah tiens, ça a tellement bien marché ces dernières années qu'on va continuer, on va faire la même chose à des échelles toujours plus grandes. Ce sont des irresponsables. On entend les collectivités locales aussi qui se plaignent de ces réductions budgétaires. Ah oui, et puis elles vont, parce qu'elles aussi elles voient très bien en plus en première ligne, je veux dire, ce que ça cause comme problème sur l'aide sociale, sur l'accompagnement social, sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, sur l'accompagnement de l'enfance dont on parlait, de la jeunesse, enfin, je veux dire, c'est très concrètement que tout ça, et ensuite on va dire, ah tiens, il y a plus de tension dans la société, mais surprise, je veux dire, que le même homme, parce qu'on reprend cet exemple-là, que le même homme puisse dire on va faire 40 milliards d'économies, ce qui est l'équivalent de la totalité du budget de l'éducation nationale. Faut se rendre compte. Et qui disent, tiens, on va mettre des portiques dans les écoles. Mais de quoi parle-t-il? Qui sont ces gens? Il y en a ras-le-bol. Je veux dire, ces gens-là, ils doivent sortir. Ils n'ont plus aucune idée, plus aucune perspective pour le pays. Et en plus, leur politique économique est un échec total, patent. Tout le monde le voit. Alors sur Betaram, on va parler tout à l'heure de la 6e République. Sur Betaram, j'avais envie de vous entendre parce qu'un livre sort où s'est exprimée la fille de François Bayrou qui a été victime elle-même de sévices dans cet établissement. Est-ce que vous comprenez qu'on a pu être aussi longtemps, on a regardé ailleurs aussi longtemps?
Bah, alors, si on parle strictement de l'affaire de Betaram, je veux dire, manifestement, c'est localement beaucoup de personnes de la bonne société qui ont regardé ailleurs tout à fait volontairement. Je veux dire, les mauvais traitements n'avaient pas l'air d'être du tout un secret. Et l'ampleur du problème avec les agressions sexuelles et les viols, enfin, c'est glaçant là aussi. C'est glaçant. Je veux dire, là, j'ai aussi une pensée pour tous ceux qui ont le courage et toutes celles qui ont le courage de parler. De dire que, ben non, là, ce système-là, ça suffit. Il faut passer à autre chose. Et des Betaram, il y en a eu, y compris ici en Bretagne, il y avait peut-être une moindre importance. Je salue d'ailleurs le travail de Paul Vanier. Je pense que ça réveille, et de fait, à côté de Brest, au relais de Quérillon, il y a eu aussi beaucoup de témoignages qui sont sortis. J'ai écrit au procureur de la République pour faire part des signalements qui m'ont été remontés à ce propos. Bon, ces histoires sont absolument tragiques et je salue le travail qui est mené par Paul Vanier et Violette Spilbou dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire, précisément pour faire la lumière sur comment tout cela a pu durer aussi longtemps, parce que tout de même, ces écoles sont sous contrat avec l'État. Donc il aurait quand même pu être à un moment donné opportun de les inspecter davantage et puis de suspendre le contrat et puis voilà, enfin de fermer, y compris là de fermer les établissements. Voilà, on en est là. On a suspendu un contrat en France, le contrat avec l'école Averroès à Lille, contrat qui a été rétabli par voie de justice. Bon, il y a eu beaucoup de spéculations autour. On a parlé des frères musulmans, d'entrisme, etc. Est-ce qu'il faut aussi, à l'aune de la législation, repenser tous ces contrats qui sont faits entre des établissements privés et l'État, quelle que soit l'orientation religieuse ou politique? Déjà, sur le lycée Averroès, vous imaginez le deux poids deux mesures considérable. Je veux dire, là, la litanie des faits, le nombre énorme de plaintes sur Betaram et qui n'ont donné lieu à rien. Et Averroès, une suspicion etc. On ne sait pas très bien de quoi on parle d'ailleurs. En fait, il n'y a jamais de faits, jamais de choses très précises qui donne lieu à une suspension puis un rétablissement du contrat. Donc là, il y a effectivement un problème qui relève de mon point de vue assez clairement de l'islamophobie ambiante dans la société. Enfin, dans la société. À mon avis, surtout dans les obsessions médiatiques et gouvernementales, parce que moi, personne ne me parle en permanence de l'islam, etc. Quant aux établissements sous contrat, je lirai avec vraiment attention les conclusions du rapport de la commission d'enquête. Vous voyez, là, c'est la démocratie parlementaire dans ce cas-là de vraiment noble et de fort. C'est-à-dire que deux députés issus de groupes différents mènent ensemble un travail et ont à cœur justement de faire avancer cette question. Alors, je vous avais promis de parler de la 6e République. Alors, il se trouve que ce soir, vous êtes en réunion publique à Saint-Brieuc. Vous avez d'ailleurs participé à une série de meetings, de réunions comme ça à travers la France. La 6e République, on sait qu'elle est portée depuis longtemps par la France insoumise et par une partie de la gauche. Il faut repartir d'une page blanche, il faut tourner la page de la 5e, ou il faut garder quand même quelques éléments de la 5e qui n'étaient pas si mauvais que ça? Vous voyez, la 5e République aujourd'hui, telle qu'elle est pratiquée, et en réalité depuis le départ du général de Gaulle, met en scène et met en œuvre une sorte d'irresponsabilité générale. C'est-à-dire, les dirigeants peuvent faire ce qu'ils veulent, il ne leur arrive rien. Et ils pensent d'ailleurs qu'ils sont au-dessus de la responsabilité populaire, au-dessus de rendre des comptes aux citoyens. Vous voyez, on a parlé de l'affaire Betaram, mais François Bayrou a menti devant la représentation nationale. Tout le monde peut le constater. Et il reste. Alors apparemment, dans notre démocratie, ce n'est pas grave de mentir à l'ensemble des députés sur un cas aussi grave. Bon, dont acte. Mais dont acte, comment nous prenons acte justement de cela? En disant, il est temps de changer d'institution. Les mœurs monarchiques de la 5e République, on n'en peut plus. Quand vous voyez cette histoire invraisemblable, le jour j'ai vu ça à la télé, quelqu'un a écrit un livre sur Emmanuel Macron, il dit mais il se balade avec sa bouteille de parfum, parce que alors il a bien le droit, mais il se parfume beaucoup et puis on le sent de loin, et en Conseil des ministres, on le sent avant qu'il soit annoncé par l'huissier. Mais on est où? Mais on dirait le film Précieuse ridicule là sur
sur vous savez, la monarchie de Versailles. On sent et l'ambiance se tend. C'est ridicule, voilà. Ouais, c'est ça, ridicule. Et oui, on sent l'ambiance se tendre comme ça quand le président arrive. Et puis d'ailleurs, à quel moment des gens trouvent ça pertinent de raconter cette histoire? Enfin, des ministres. Des ministres. Tout cela est ridicule. Il faut passer à autre chose. En fait, que le pouvoir ne soit plus concentré dans les mains de la Ve République et que les citoyens aient des capacités d'intervention. Le référendum d'initiative citoyenne que demandaient les Gilets jaunes, il doit être mis en place pour proposer des lois, pour en abroger, pour révoquer des élus qui tiendraient pas leurs promesses. Vous voyez, déjà, si on avait ça là aujourd'hui, dans la crise politique qu'on vit, eh bien, la réforme des retraites serait déjà abrogée, probablement, et Emmanuel Macron serait déjà parti. Parce que, en fait, c'est quand même ça le cœur du problème aujourd'hui. Donc, une 6e République, il y a tout un travail qui est en cours. Donc, vous faites un peu le tour de la France pour en parler, de cette 6e République. Et de la paix aussi, c'est aussi votre leitmotiv. On peut espérer la paix un jour. Alors, voilà, je sais que c'est un vœu pieux, mais on peut espérer en tout cas qu'on puisse renouer des dialogues parfois impossibles. On parle évidemment d'Israël et de la Palestine. On parle aussi de l'Ukraine. On peut renouer ces dialogues? Alors déjà, la France doit mettre ses moyens au service de la paix, ça c'est notre conviction la plus profonde. Et pourquoi nous lions cette question de la 6e République à celle de la paix? C'est que précisément, l'intervention citoyenne, le fait que nos mœurs deviennent plus démocratiques, que notre culture politique se démocratise, c'est aussi quelque chose qui est favorable à la paix, qui est favorable au fait que, on prenne en compte la vie des citoyens avant de s'engager dans des spirales d'escalade guerrière. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, d'un grand plan de réarmement, comme il en est question en ce moment. D'ailleurs, là, c'est pareil. On parlait de 30 ou 40 milliards de dépenses supplémentaires il y a un mois. Et là, on parle de 40 milliards de moins. Donc, question en tout, c'est 80 milliards. On a le droit de se poser la question. Mais manifestement, tout cela relève aussi de l'improvisation dont le gouvernement nous habitue. Eh bien, si vous prenez ce plan de réarmement, la France, elle, est protégée par la dissuasion nucléaire. C'est la doctrine de défense française. Donc, pourquoi aurions-nous besoin de réarmer massivement, au-delà des objectifs de la loi de programmation militaire, l'armée française? Eh bien, il faut un débat démocratique. La dissuasion suffit. Pour protéger le territoire national, c'est en tout cas la doctrine de défense que nous avons. Donc, le débat, il doit être posé démocratiquement là aussi. Et oui, la question de la paix est centrale. Et oui, la question de la paix se pose avec encore plus d'acuité et de force au moment où l'arme nucléaire est devenue la réalité stratégique internationale. On ne peut pas poser la question dans les mêmes termes. Si là, la guerre risque de mener à l'apocalypse nucléaire. À un moment donné, il faut être concret. Les missiles M51 que j'ai vus quand j'ai visité l'île Longue, là, ils sont 100 fois plus puissants que ceux d'Hiroshima ou de Nagasaki. Faut quand même se rendre compte de ce à quoi on risque si on va vers la spirale qui mène à la guerre nucléaire. Donc la paix, c'est une priorité absolue. Et donc pour la paix, contre la guerre sociale, pour la Constituante et la 6e République, on manifeste le 1er mai partout dans le pays. Et à Brest, je me permets de le dire, 10h30, place de la Liberté. Voilà, le rendez-vous est bien passé sur les ondes. Un dernier mot, on parle de la paix, ça nous amène à l'actualité aussi récente. Le pape François est mort, avec beaucoup de choses autour de ce pape. Alors, il nous reste une petite minute, on n'aura pas le temps de faire le tour, mais un pape qui était qualifié de pape de gauche, de pape des plus pauvres, qui avait des relations un petit peu difficiles avec la France aussi. Vous imaginez, c'est le premier pape à s'être appelé François, en hommage à François d'Assise, frère des pauvres, ami des animaux d'ailleurs, qui avait une forme de sensibilité à la nature, François d'Assise. En 1000 ans, il n'y en a eu qu'un à trouver bon de s'appeler comme ça. Donc parce que effectivement, je crois qu'il y avait en lui un parcours de vie qui était particulièrement intéressant. Vous savez peut-être ça, il avait à un moment donné dénoncé des prêtres communistes à la dictature argentine et s'en était fortement repenti. Il avait été vivre avec les pauvres après pendant des années et des années, il avait quitté le palais épiscopal. Bon, le fait qu'il y ait ce doute, cette conscience et cette force de conviction chez lui me semble tout à fait honorable. Moi, je lui rends hommage, même si je sais tout ce qui nous séparait. Je veux dire, la question du droit à l'avortement, la question des droits des LGBT, la question de la fin de vie, sont des questions qui, effectivement, nous séparent dans notre programme, mais nous séparent en réalité des positions traditionnelles de l'institution. En revanche, il était particulièrement pertinent et sa voix particulièrement utile pour rappeler des principes humanistes de base. Effectivement,
On ne laisse pas mourir des migrants et des personnes réfugiées dans la mer Méditerranée sans rien dire dans un silence complaisant. On ne laisse pas les civils se faire massacrer à Gaza sans rien dire dans un silence complaisant. À ce moment-là, on parle et notre voix doit être entendue parce que sinon, on n'est que des humanistes de papier. Il fallait mettre les drapeaux en berne en France? Oh, bon, la République est séparée des églises. Mais en revanche, il faudrait peut-être que certains écoutent ce que disait François sur Gaza et soient un peu plus courageux. Pierre-Yves Cadalin était avec nous ce matin, député LFI NFP de la 2e circonscription du Finistère, la circonscription de Brest. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce vendredi. Je vous souhaite une très belle journée. Belle journée à vous, merci beaucoup. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.